Salut tout le monde, bienvenue dans Sport Stream. Chaque semaine, dans le canapé, un athlète pour une discussion en tête-à-tête. Mon invité est un cycliste, il a décroché 4 médailles aux Jeux Paralympiques de Paris cet été. Il est breton et fier de l'être. Alors vous connaissez le dicton, en Bretagne il ne pleut que sur les cons, mais pas sur les champions du monde. Lui passe après la pluie pour décrocher des maillots arc-en-ciel. Un peu plus près des étoiles, je ne parle pas du groupe Gold, mais Gold ça veut dire or, et de l'or il en a plein autour du cou. Il est l'heure d'accueillir Alexandre Léotet sur le plateau. Ça va Alexandre? Tu vas bien? Ça va bien, installe-toi. Merci de m'accueillir. Bah de rien, avec la petite musique qui va bien. C'est pas trop notre génération, Gold plus près des étoiles, tu connaissais ou... Ouais, je connais. Ouais, 1984, on n'était pas né, loin d'être né même. On est loin d'être né, mais c'est pas grave, ça traverse les générations. Bon, comment tu vas Alexandre? Bah écoute, ça va bien, je me porte bien, beaucoup de sollicitations et tout, mais ouais. C'est la rançon de la gloire comme on dit. Donc, tu m'étonnes. Non, je suis content de tout ce qui m'arrive là. Ouais, 4 médailles aux Jeux Paralympiques de Paris cet été, 2 en or, 2 en bronze, on avait déjà eu 4 à Tokyo. T'es 20 fois champion du monde si on cumule piste et route. C'est un palmarès incroyable. 2024, c'est la plus belle année de ta vie, Alexandre, on peut le résumer comme ça ou pas? Ouais, c'est la plus belle année de ma vie. Je pense qu'il y a des petits regrets. Bon, ouais. C'est compliqué de dire qu'il y a des regrets. Après, non, mais avec un peu de recul, ouais. Comme ça, mais après un peu de recul, après avoir pris un peu de vacances et après avoir réfléchi, il y a des choses qui auraient peut-être pu être un peu mieux faites. On en a parlé avec mon entraîneur, mais ouais, le bilan global de la saison est quand même incroyable. Ouais, je reçois beaucoup d'athlètes sur le plateau des Olympiens, notamment quand on fait les Jeux. Je crois que tu es le premier à avoir fait les Jeux Paralympiques à être sur le plateau, donc merci à toi. Et à chaque fois, je leur demande un peu de me parler de leurs vacances. Toi, tu me disais en off, les vacances, c'est du côté de la Bretagne, tu es resté chez toi. Ouais, j'avais prévu de rejoindre des potes au Cambodge qui étaient partis là-bas. Et c'est vrai qu'avec toutes les sollicitations que j'ai eues, je n'avais pas vraiment prévu tout cet engouement-là autour de moi. Et ouais, j'ai dû annuler un peu les vacances, mais les vacances bretonnes m'ont fait du bien. J'ai pu souffler quand même, il faisait beau. Donc, il n'y avait pas de souci. Ouais. Mais je me rappelle pendant les Jeux, parce que tu étais passé sur le plateau au Club France, et je t'avais demandé si tu redoutais un peu l'après. L'après-jeu, voilà, ça tout retombe un peu. Et tu m'avais dit pas du tout. Et tu étais un des rares à m'avoir dit ça. Tu m'as dit pas du tout. Moi, j'ai hâte de retourner à Saint-Caradec, dans ma Bretagne natale, et passer du bon temps. Ouais, franchement, j'avais quand même hâte de retourner un peu à la vie normale parce qu'on était vraiment mis dans des infrastructures, dans des conditions et dans une dimension aussi qui n'était pas la mienne de base. Et tout ça, c'est pas trop fait pour moi. Ouais. Je suis vraiment un gars de la campagne. Et puis, ouais, tout ce qui est diamants, paillettes, tout ça, c'est pas du tout fait pour moi. Donc, j'avais vraiment hâte de rentrer à la maison. Et j'ai été super bien accueilli en plus chez moi, donc que du bonheur. Ouais. Ouais, surtout que ce qui a dû être compliqué pour toi juste après les Jeux, c'est que tu n'as pas pu couper tout de suite, vu que les mondiaux arrivaient, les mondiaux sur route à Zurich en Suisse. Tu as encore décroché un titre, ça fait encore félicitations à toi. Merci. Mais ça n'a pas dû être simple, même dans la programmation, de gérer l'enchaînement Jeux Paralympiques mondiaux. Non, c'était en fait en termes d'entraînement et de fatigue physique, on a complètement l'habitude de faire ce genre d'effort. C'était plus la fraîcheur mentale qui était compliquée. Donc on va pas se mentir, on est là pour parler sérieusement. C'est vrai qu'entre les Jeux et les championnats du monde, j'ai quand même fait un peu la fête. Il y avait vraiment une semaine où j'ai un peu débranché du vélo et c'est sûrement ce qui m'a aussi un peu coûté un des titres sur le contre-la-montre notamment, où mon adversaire était vraiment à fond et il voulait absolument me battre vu qu'au jeu c'était joué pour pas grand-chose. Ouais. Donc quand je te parle un peu de regret dans la saison, je te parle aussi de ça, c'est pas avoir su faire un peu le boulot jusqu'à... Ouais, il fallait juste attendre 2 semaines de plus et c'est un peu dommage, mais je ne regrette pas du tout d'avoir profité avec les copains, c'était quand même très bien. Ouais, puis on sait que les Bretons, quand ils font la fête, c'est pas comme nous en fait, ça fait vraiment de gros dégâts, donc voilà, tu confirmes ça? Ouais, ça va, on a une réputation à tenir, il faut la tenir. Faut la tenir. Donc là, tu as quand même coupé un peu après les mondiaux, on le disait, tu as repris l'entraînement là déjà? Ouais, j'ai déjà repris l'entraînement, mais c'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime beaucoup m'entraîner. Ouais. Donc pas de problème pour moi. En plus là, le temps est plutôt bon en Bretagne, donc. Ouais, pas comme sur ces images que Nico était allé tourner avec Maxine et Ouzan, les pépites de Maxou. Ouais, là c'était pas les meilleures conditions, mais c'est vrai que là actuellement on a de la chance, il fait encore beau, donc c'est vrai que faire une reprise sous le soleil c'est quand même plus agréable et. Ouais, en attendant de faire des stages en Espagne, quoi. Ouais, tu m'étonnes que c'est autre chose. Un autre cas, donc reprise de l'entraînement, forcément des séances, des difficiles, des faciles, il y a un peu de tout. D'ailleurs, ton coach, Mathieu Jeanne, a une petite question pour toi, Alexandre. Pas dinguerie, ça.
Salut Alex, écoute, j'espère que tu vas bien et que tu profites bien de ton séjour parisien. Alors, une petite question, est-ce que tu as hâte de reprendre la fameuse séance du vendredi en fin de stage piste? Je sais que tu l'adores, voilà. Allez, à bientôt, salut. Alors, C'est fou, j'étais par message avec lui il y a 10 minutes. eh ben, tu vois, c'est Ouais, quoi non, cette séance du vendredi là sur piste? C'est vrai que là, c'était une séance assez particulière. En fait, les stages pistes, c'est vraiment physiquement et moralement, c'est vraiment des stages assez compliqués où c'est 2 séances par jour. Séance piste le matin, séance route l'après-midi, avec beaucoup d'efforts violents quand même pour le corps. Donc c'est assez difficile et c'est vrai qu'on en rigole beaucoup de cette séance du vendredi matin. C'est vraiment c'est des 750 mètres départ arrêté, lactique. Donc vraiment effort maximal pendant. Bah, nous, du coup, vu que c'est en fin de session, généralement, puis que le moral est un peu dans les chaussettes, c'est des 55 secondes d'effort. Donc, c'est vraiment du 55 secondes lactique. Et c'est vrai qu'on en rigole beaucoup parce que avec tous les athlètes, le premier qui va à la poubelle, il a perdu. Donc, qui va vomir, quoi. Hein, on va souvent là-bas où on connaît bien. Donc, c'est vrai qu'on la redoute toujours, cette séance. C'est fou, hein, parce que... Alors, j'ai fait un peu d'athlétisme, donc je comprends ce truc, le rapport à la douleur, mais tu arrives tout de même encore à trouver vraiment un aspect très ludique dans ta pratique, malgré toute la souffrance que ça peut engendrer. Et tu dis, hein, on va vomir sur des séances comme ça, c'est pas forcément, les gens qui nous regardent se posent peut-être des questions là-dessus. Ouais, mais moi je suis dans une démarche où il faut savoir se faire beaucoup mal à l'entraînement pour savoir le répéter en compétition aussi. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Mathieu, c'est qu'on a pas la même approche, mais on discute beaucoup. Moi de mes sensations, lui de ce qu'il veut m'apporter. Donc on a vraiment un dialogue et un échange qui est basé là-dessus et c'est vraiment hyper intéressant. Après moi je suis toujours aussi à la recherche de nouvelles sensations. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a des séances que je redoute énormément. Là je sais que à la fin du mois j'ai une séance test pour savoir où j'en suis physiquement en début de saison pour adapter après les zones d'entraînement pour qu'elles soient le plus précises possible. Et c'est vrai que la veille de ce genre de séance, t'appréhendes un peu parce que tu sais pas comment t'es. Si tu vas être loin de tes records ou pas, bah là, normalement en début de saison je devrais être loin et donc je m'y suis déjà un peu préparé mentalement. Mais il y a toujours des séances qu'on redoute. Et puis vu qu'il y a eu les vacances, je pense que le cerveau aussi a un peu oublié la douleur musculaire que le vélo procure parce qu'on est vraiment que sur des full endurance. Donc ça va être des premiers efforts où on va sentir le goût de sang dans la bouche, les poumons qui brûlent. Donc c'est pas vraiment des sensations qu'on aime, mais il faut savoir les faire à l'entraînement pour que ça nous évite de trop culpabiliser après et de trop souffrir en course. Bon, il y a cette séance du vendredi. Moi, j'ai essayé de récupérer des infos un peu à droite à gauche pour préparer l'émission. J'ai demandé à ton pote Gatien Le Rousseau de me donner 2-3 infos sur toi. Je lui ai dit, vas-y, envoie-moi des dossiers. Bon, non, il a été sympa. Il n'a pas trop voulu m'en donner. Il m'a juste dit de te demander ce que tu faisais le vendredi soir. Il m'a dit, c'est mignon. Il t'expliquera. Le vendredi soir Je ne vois pas de quoi il parle. Tu sais pas? Non. Non, bon, bah écoute, je redemanderai à Gatien. C'était peut-être une. Écoute, la fête, sûrement, hein, comme un breton, quoi. Sûrement, je sais pas. Ouais, tu me le diras en off. Souvent, je dis ça à mes invités, tu me le diras en off, t'inquiète. Ouais, pas de problème. Bon, en tout cas, voilà, il y a eu ce message de Mathieu et Jeanne. On sait que c'est important aussi la relation entraîneur-entraîné. Ça fait combien de temps que tu es avec Mathieu, toi? Ça va faire, il m'a récupéré fin 2022. D'accord, assez récent finalement. C'est assez récent, mais c'est vrai que moi je suis ce type d'athlète, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, où j'ai besoin vraiment d'avoir un feeling quand même avec l'entraîneur, quelque chose qui se passe, une relation amicale. Enfin, Mathieu, c'est plus qu'un entraîneur pour moi maintenant, c'est devenu un ami. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir ce côté, ce rapport-là avec la personne. Après, voilà, on sait séparer les deux quand même à des moments. Quand il faut savoir être professionnel et respectueux, on le fait quand il a des choses à me reprocher aussi parce que l'entraînement n'est pas bon, il sait me le dire. Et donc on a vraiment créé ce lien où il y a du respect entre nous deux et où justement, comme je l'ai dit, quand il faut savoir rigoler, on rigole, mais quand il faut retourner au travail et que le travail n'est pas bien fait parce que des fois ça arrive, il sait me le rappeler et c'est hyper important pour moi. Bon, en tout cas, ça a bien fonctionné pendant les Jeux paralympiques, on l'a vu, tu nous as tous fait vibrer. Justement, je sais que tu as cette capacité aussi à vite basculer sur d'autres objectifs, tu vois, à faire un peu reset et hop, déjà te projeter. Les Jeux, c'est déjà loin dans ta tête ou tu es encore un peu dans un rêve éveillé en y repensant? C'est entre les deux, je dirais. C'était quand même, je pense que pour beaucoup d'athlètes, c'est le rêve d'une vie. C'était le rêve d'une vie d'aller aux Jeux. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire un peu avec la jeunesse en plus, avec des potes aussi. On avait vraiment un beau collectif en cyclisme. Et ça nous a tous soudés, ça nous a tous rapprochés. On a quasi tous fait des médailles. Donc on a vraiment créé quelque chose entre nous.
J'y repense souvent, mais ouais, c'est du passé. Et là, quand j'y repense, c'est quand les entraînements sont un peu difficiles. Je me dis, bah, voilà ce qu'on peut gagner quand l'entraînement est difficile. On peut quand même aller chercher des belles médailles. Et ouais, moi, ça me permet de rester focus, mobilisé. Et même, il y a des fois, quand j'ai envie d'un peu de faire la fête et de sortir et qu'on me motive à sortir, de dire non, ça fait aussi partie du jeu. Et tous ces beaux souvenirs me rappellent pourquoi des fois je dis non. Bon, les Jeux ont un passé plutôt proche, nous on va parler d'un passé un peu plus lointain. Je voudrais quand même que tu nous expliques un peu ton parcours. Les téléspectateurs qui regardent cette émission te connaissent peut-être pas, même si on a quand même entendu beaucoup parler de toi pendant les Jeux, et ça va continuer, et je l'espère avec encore plein de médailles évidemment. Mais explique-nous un peu comment t'es tombé dans le vélo, toi. C'est dû à ton papa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé par le foot, hein, comme beaucoup de garçons quand on est jeune. Hein, tous mes potes d'école, ils faisaient du foot, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas me lancer avec eux. Et à un moment donné, je suis arrivé dans un club où vraiment c'était full performance. Et vu que j'étais pas très très bon dans ce domaine-là, à ce moment-là, j'étais plus. Pour moi, le sport, c'était plus ludique que de la compétition. Donc, ouais, je dis, j'arrête. Et mon papa faisait du vélo, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Bon, les premières séances, j'ai pas trop kiffé le vélo. Mais au fur et à mesure, c'est un sport individuel quand même. Et je pense que moi, pour ma performance à moi, j'ai préfère être en individuel qu'en équipe. Enfin, pour avoir essayé le foot avant, si toi tu es dans un bon jour et que ton équipe l'est pas, c'est frustrant. Dur. Et quand ton équipe est dans un bon jour et pas toi, c'est aussi frustrant. Donc là, quand c'est ta performance et ça appartient qu'à toi, ouais, il y a pas de problème. Et au moins, ouais, si jamais il y a des choses qui sont pas bien faites, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et ton père, donc ancien cycliste, il t'a motivé tout de suite, lui, à pratiquer le cyclisme, le vélo? Il n'était pas dans l'optique de me mettre au vélo de base. Hein. Il m'a dit, fais ce que tu veux, même si tu fais du basket, du tennis, du foot, je reviendrai regarder ce que tu fais. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment le vélo qui m'a fait, le sport qui m'a fait le plus accrocher, où j'ai vraiment trouvé quelque chose en plus. Et là, c'est en plus devenu plus qu'une passion, c'est mon métier maintenant. Donc c'est encore un switch différent, je trouve. Ouais, tu le dis, hein, et puis un sport aussi, je suppose, qui t'a fait accepter ton handicap. Je vais quand même l'expliquer pour aussi les téléspectateurs, pour que ça soit un peu plus clair. Donc toi, tu as eu un AVC à la naissance, donc tu as une perte de sensibilité et de motricité dans ton bras et ta jambe droite, donc tu as 95% de force en moins dans cette partie-là du corps. Donc c'est ça en fait, Alexandre, ça t'a vraiment permis d'évoluer dans le bon sens, d'accepter ton handicap, de passer au-dessus de plein de choses? Je pense que je l'ai toujours accepté. Enfin, pour moi, ça fait partie de moi et j'ai l'impression que toutes les personnes sont comme ça. Il y a vraiment juste une période dans ma vie où c'était un peu plus compliqué, voilà, collège, etc. Où là, les autres, j'imagine. Ouais, voilà, les moqueries, etc. Où là, j'ai vraiment dit à ma mère pourquoi je suis comme ça et pas les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, moi, ça me change pas grand-chose. Et aujourd'hui, si je suis là sur ce plateau et tout, je pense que c'est aussi grâce à ça. Parce que je suis en handisport. Est-ce que si j'avais été une personne complètement valide, est-ce que j'aurais eu la même mentalité? Est-ce que j'aurais fait le même sport? Est-ce que j'aurais autant percé? Donc d'un côté, si je vis tout ça aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça aussi. Et petit, tu étais tout de suite déjà, tu vois, à fond, tu avais envie de t'exprimer sur un vélo. Dès que tu as commencé à sentir que c'était peut-être fait pour toi et tout, ça a mis quand même vachement de temps? Non, je suis introverti en plus de base. Je suis quelqu'un de très timide et tout, donc quand je faisais du vélo, je parlais pas beaucoup aux gens et tout, mais je pense que j'ai toujours eu cette faculté et cette volonté à montrer que malgré un handicap, on peut réussir les choses. Et c'est vrai qu'avec des clubs valides, c'est toujours plus compliqué quand on a un handicap, mais je pense que ça m'a aussi permis mentalement de pouvoir me comparer à des gens qui étaient plus forts que moi, et ça m'a boosté pour essayer de les rattraper. Ouais. Alors il y a le Alexandre sur le vélo, il y a le Alexandre aussi à l'école. Bon, pareil, hein, on a fait pas mal de recherches, on a trouvé des petites photos de dossier quand même d'Alexandre Léoter. Regardez ça, on peut commencer par Alexandre en 5e. Et voici, en 5e au collège Saint-Joseph de Guerre-les-Dents. Voilà, et l'évolution après en 3e. Là, la classe. Comment vous avez trouvé ça? Ah bah attends, regarde, je vais te montrer comment on a trouvé ça. J'ai demandé à tes anciens profs, de nous faire un petit message pour toi, Alexandre. On les écoute tout de suite. Tu me diras qui c'est après le message. Déjà, peut-être dire qu'Alexandre était au collège il y a 10 ans, pile, en 3e. Donc ça date un petit peu. Oui, un élève qui était réservé, et qui était travailleur et qui, au vu de ce qu'il a fait dans ces dernières années, a énormément progressé au point de vue de la communication, etc., qui montre qu'il a vraiment évolué par rapport à cette communication. Et moi, je me souviens de lui comme un élève très appliqué, qui voulait toujours bien faire. Je le vois
faire des graphiques avec sa règle, poser son bras bien posé pour tenir la feuille et tenir la règle. Il y avait une règle spéciale. Ouais, je me souviens de quelqu'un qui voulait toujours bien faire. Et si moi j'avais une question à lui poser à Alexandre, ce serait si le Alexandre actuel pouvait rencontrer le Alexandre collégien, qu'est-ce qu'il lui dirait? Il avait eu tellement de choses difficiles. C'est qui ces profs là? Avant de répondre à la question. Alors là, on avait Madame Le Gall qui était ma prof principale en 3e et ma prof de français, Monsieur Cholet qui était mon prof d'histoire et la prof de physique. Attends, ça va me revenir. J'ai oublié son nom. Bon, elle t'en voudra pas. C'était ma prof de physique. Et non, ouais, c'est émouvant de les revoir, ouais, ça faisait longtemps. Mais ouais, toujours sérieux à l'école. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ce que je vois. Hein. Il fallait, je pense que c'était dans ma, peut-être déjà dans ma, dans ma mentalité de toujours vouloir être travailleur, sérieux. Parce que j'avais un peu des lacunes à l'école, j'étais pas le plus fort, mais je me suis toujours j'étais un peu toujours posé sur mes acquis. J'ai pas trop travaillé, mais j'essayais d'être sérieux quand même. C'était important. Et si je voulais, même si je voulais pas que trop papa et maman me grondent en rentrant à la maison, il fallait rester sérieux. Mais... Et puis pour répondre à la question de mon ancienne prof de français. Ouais, je dirais qu'il faut qu'il s'accroche, qu'il va passer des moments très difficiles. Je lui dirais pas tout ce qui se passe dans ma vie, mais je dirais qu'il y aura des moments très difficiles, mais que ça vaut le coup de s'accrocher, de batailler, et que le résultat en vaudra largement la peine. Bon, Alexandre très sérieux au collège, mais est-ce que Alexandre faisait parfois des bêtises ou un peu le bazar? Eh bien, réponse de ses anciens professeurs tout de suite, regardez. On n'a jamais eu l'occasion de le coller une seule fois. Il n'a jamais eu de mots dans son carnet. Jamais. L'élève parfait, quoi. Je sais pas si c'est parfait ou si... Tu te faisais jamais choper, quoi. C'était plus ça. C'était plus ça. Non, j'étais... comme ils l'ont dit, hein, j'étais vraiment très introverti. Ouais, je voulais... Très timide. Et donc, ouais, je faisais pas de bêtises. J'étais pas le gars qui cherchait des problèmes. Moi, j'étais à l'école, je travaillais, à la récré, je jouais un peu au basket avec mes copains, mais vraiment j'essayais de chercher le moins possible les problèmes. C'était pas dans ma nature. Bon, en tout cas, tu as bien évolué. Revenons-en un peu à ces Jeux paralympiques. Parce que, Alexandre, quand même, tu as réussi à faire déplacer quasiment toute la Bretagne. Là, tout Saint-Caradec, il y avait combien? 110 personnes, je crois, pour la poursuite, ta première course? Ouais, bah, ils sont venus une journée en bus. Ils m'ont organisé cette surprise-là de pouvoir venir me voir. Hyper intéressant aussi, moi, je trouve, parce que... Ouais. Je pense que les gens se sont quand même mis avec moi une idée de ça doit être facile pour lui. Avec, on me voit souvent dans les journaux avec des beaux résultats, des titres de champion du monde, champion paralympique, champion d'Europe. Et c'est vrai que je suis content que certains aient pu venir voir le niveau qu'il y avait en handisport. Et que c'est quand même très difficile de pouvoir gagner des titres et très difficile de pouvoir s'imposer. Et donc le fait de leur avoir montré ça aussi, que l'adversité était grande, je pense que c'était quelque chose d'important pour moi aussi. Oui, il y a quelque chose que j'ai adoré durant ces Jeux paralympiques, je parle dans la partie médiatique, hein, les interviews, c'est qu'au final, on a très peu parlé du handicap. Enfin, moi, je sais qu'avec tous les athlètes que j'ai reçus pendant les Jeux para, j'ai jamais abordé en fait le handicap. Je leur ai jamais demandé d'expliquer leur handicap. J'ai parlé que de performance avec eux finalement. Je ne sais pas si toi, en tant qu'athlète, tu l'as ressenti aussi comme ça avec les différents médias que tu as pu faire au Club France. Ouais, je trouve qu'il y a eu une évolution quand même entre le moment post-jeu et après. Enfin, avant et après, il y a vraiment eu un avant-après Jeux Paris. Avant, ouais, on était quand même dans l'ombre, dans l'anonymat, il ne se passait pas grand-chose, personne ne nous connaissait. Et il y a vraiment eu cette éruption là pendant les Jeux où ouais, les gens se sont vraiment intéressés au handicap et aux performances que même les handisports pouvaient faire, le nombre d'heures d'entraînement, qu'on sacrifiait nos vies également pour faire ça. Ouais. Et c'est vrai que là, il y a vraiment eu un bon retour. Et j'espère que les gens vont continuer à suivre. Et en tout cas, les médias, j'ai vu que France Télé Tour repartageait beaucoup tous les victoires et tous les résultats que faisaient les Français, même en para maintenant. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais, il y a un traitement médiatique. Enfin, en tout cas, c'était du jamais vu. Hein. France Télé a diffusé toutes les épreuves en intégralité. Ouais. Donc vraiment, super travail. Et puis nous aussi, en tant que médias Sport en France, on a reçu tout le monde. Donc c'était vraiment génial. Moi, je me demande aussi comment toi, tu les as appréhendés un peu, ces Jeux. Parce que tu avais l'étiquette de favori sur pas mal de disciplines. Et on sait que c'est
tous les athlètes français, c'est pas trop dans la culture française d'afficher ses ambitions. Tu sais, de dire, moi, je viens en conquérant, je veux gagner, je veux la médaille d'or là-dessus. Toi, tu l'as fait. Est-ce que ça t'a rajouté de la pression, ça, ou pas? Mais j'en ai parlé avec mes parents et tout après, et c'était très prétentieux de l'avoir fait. Ah, tu trouves maintenant avec du recul? Moi, je trouve pas, hein, je te dis mon avis. Moi, de toute façon, c'était pas un secret. J'étais favori, j'étais attendu. Tout le monde m'attendait. Il y avait aucun problème. On comparait beaucoup à Léon Marchand. Ça, d'ailleurs, ça m'a un peu énervé. Mais je comprends aussi. Mais parce que, oui, le Léon Marchand du cyclisme, mais le Léon Marchand du cyclisme, c'est Alexandre Léoté. Il a un nom, tu vois. Donc, c'était... Pourquoi comparer un athlète avec un autre? Et on est encore vachement là-dedans, je trouve. Tu vois, tu parlais d'évolution des mentalités. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a encore du travail, il y a encore du chemin pour... Mais je suis content d'avoir affiché mes ambitions et je suis content quand même quand les 2 épreuves avec lesquelles j'ai gagné des médailles d'or sont passées parce que c'était quand même... je m'étais affiché en disant que j'avais envie de faire ça et quand je suis arrivé au Vélodrome le premier jour et que j'ai senti du stress pour la première fois dans ma vie. Première fois dans ta vie? Ah ouais, j'avais jamais senti du stress comme ça. D'accord. Moi, je suis quelqu'un de très posé, très calme. Alors, une compétition où j'ai stressé, je m'en rappelle pas. Okay. À part... mes toutes premières compétitions avec les valides, mais ça c'est parce que j'étais jeune, je connaissais pas le sport, mais à haut niveau. Et à Tokyo par exemple, il n'y a pas eu de stress à Tokyo? Non, parce que je suis arrivé avec une étiquette de... D'outsider? Ouais, genre j'avais fait des titres de champion du monde, mais pour moi champion du monde et champion paralympique, il y avait encore 3 marches. Et j'étais là pour découvrir, j'étais là pour... personne ne m'attendait, personne ne me connaissait. Non, j'étais vraiment avec j'étais décomplexé, mais d'une force, c'était ouf. Et là, le fait d'avoir eu ce stress-là, ça m'a fait un peu bizarre, des nouvelles sensations. Enfin, mon record du monde, c'est 3,24, mais j'ai déjà fait 3,20 à l'entraînement une semaine avant. Donc pour vous dire que les conditions, un peu déçu, et les conditions de piste étaient meilleures à Paris que là où j'ai fait mon record à Roubaix. Donc c'est assez frustrant quand même de dire que tu as des capacités pour faire quelque chose et que le stress, ça te gâche tout. Mais c'est ça, mais justement, ce stress-là, comment t'as fait, toi, un peu pour le gérer? Est-ce que tu étais seul avec toi-même et tu t'es dit, j'en parle pas et je le garde en moi? Ou est-ce que tu en as parlé un peu à ton coach, à ton entourage en fait, j'ai psychologue, prépa mental et tout aussi maintenant qui m'accompagne. Et franchement, jusqu'à 2 jours avant les Jeux, j'avais que dalle. J'étais vraiment dans une phase où j'étais le Alexandre normal, pas de stress. Je voyais tout le monde un peu en PLS à droite et à gauche. On arrive au jeu et moi, vraiment rien. Ouais. Et en fait, c'est la veille de la poursuite. Où quand je suis rentré au Vélodrome et tout, il y avait Alexandre Loveras et Johan Payot qui faisaient leur épreuve. On était les supporter. Et là, je suis rentré dans le chaudron. Et je me suis dit, sa mère. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Et donc, ça m'a déjà mis un peu un coup. Même si je savais que le Vélodrome était plein, je ne m'attendais pas à un truc où tu montes sur ton vélo et les gens, ils hurlent ton prénom. Enfin, c'est grand. C'était vraiment quelque chose de ouf. Et en fait, le lendemain, quand je suis arrivé, en plus, il y avait Saint-Cardec qui était là et qui mettait un bazar de fou. Mais j'étais à 150 de fréquence cardiaque sur la chaise. Pour en avoir parlé avec ma prépa mentale après, elle m'a dit, sur ta chaise, t'étais essoufflé. Mon coach il m'a dit, va pas t'échauffer, ça sert à rien, t'es déjà chaud. Donc non, c'était bizarre. Ouais. Il y a eu un moment, tu vois, quand tu me dis, là, t'es sur ta chaise, ton cœur qui bat à fond, t'as un moment où tu te dis, je vais me foirer. Genre... il y a trop de facteurs qui font que ça va pas bien se passer. Est-ce que ça te traverse l'esprit ou pas du tout? Non, je me suis pas foiré, mais je me suis vu perdre. Je me suis pas dit je vais me foirer parce que je savais ce que j'avais à faire. Ouais. Je répète les exercices plusieurs fois dans l'année. Mais à la qualif, non, décomplexé un peu. Je me suis dit bon, on fait ce qu'on a à faire. Et puis quand j'ai vu l'Australien et tout que j'avais en point de mire, je me suis dit bon, on est déjà en train de faire quelque chose parce que lui aussi il visait une médaille. Donc je me suis dit rattraper, c'était quand même déjà faire un bon temps. Mais c'est plus en finale où je me suis dit, là, on joue l'or et tout. Et même, c'était mal parti, je suis mal sorti de la boîte. Oui, c'est ça, tu as un peu anticipé le départ. Le départ, j'ai anticipé. Enfin, j'étais pas à l'aise avec la boîte sur ces jeux. Mais toutes les épreuves, je pense que même la médaille d'argent sur le kilomètre, le lendemain, je pars parce que je la perds parce que je fais un mauvais départ. Ouais. Donc, non, c'était assez compliqué. Et parce que normalement, le Belge, avec le temps que j'avais prévu de faire, j'avais déjà fait 3,20. Avec le temps qu'on avait calculé lui-même par rapport à sa qualif, je le rattrape normalement. Ah ouais, donc Et là, j'arrive à 4 tours de l'arrivée. À l'endroit où je vais le rattraper, je lève la tête et je le voyais même pas. Et donc là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je suis resté concentré. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand j'ai entendu que le coup de pistolet, il a joué en ma faveur et que j'ai passé la ligne et que c'était moi, j'ai pas vraiment réalisé tout de suite ce qui se passait. Mais même ça, tu vois, je me suis posé des questions pendant la course alors que normalement, ça m'arrive jamais et je sais ce que j'ai à faire. Et là, je me suis posé des questions pendant la course.
Et cette victoire du coup sur la poursuite pour lancer les Jeux paralympiques, c'est vraiment ce qui t'a libéré après toutes les autres épreuves, parce qu'on rappelle, on va en parler en détail après, hein, mais tu as fait quand même 5 courses. Ça t'a libéré après pour la suite, ou tu as quand même ressenti toujours du stress? Non, ça m'a vraiment débloqué. Je pense que le fait d'avoir fait une compétition dans le chaudron, là, je savais à quoi m'attendre les autres jours et je savais comment c'était. En fait, ce qui m'a donné cette pression-là, c'est plus l'inconnu. Ouais. Pas connaître les choses. Les sensations aussi, t'en parlais. Un vélodrome tout neuf. Même les vélos, c'était les looks qu'on a eus, on les a reçus 3 mois avant les Jeux. Ouais. Donc c'était les premières compétitions qu'on faisait avec. Même si le matos est vraiment performant et excellent, il y a toujours cette petite crainte de est-ce qu'il va tenir le jour J. Moi, c'était ma crainte. Je sais que 2 semaines avant, j'ai eu un problème avec ma roue arrière, elle s'est décentrée. Ouais. Donc, t'y penses. Hein. Même si les mécanos ils font un travail de ouf, on n'en parle pas, mais ils avaient 15 athlètes, ils sont 3. Donc, pour que le matos soit au millimètre et tout, ils se donnent les moyens. Mais tu as toujours cette petite pensée dans ta tête, tu fais putain, j'espère qu'il a bien serré ma roue. Et au final, c'est des pensées négatives qui ne devraient même pas exister, tu vois. Mais non, ça, c'est des choses que j'avais jamais vues. En fait, j'étais pas le Alexandre Serein d'habitude. Ouais. Mais de toute façon, je pense que c'est impossible, en fait, de vraiment se préparer à ce que tu vas vivre. On a reçu plein d'athlètes olympiques, paralympiques qui m'ont dit on a fait de la préparation mentale, on a fait des simulations avec du bruit, on a mis des enceintes, des trucs. Mais quand tu arrives en fait dans les différentes salles qui ont accueilli les Jeux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vraiment, même si tu fais avec des enceintes, tu peux pas répliquer ce qui s'est passé. En fait, une machine ne pourra pas remplacer un humain. Et en fait, tu vois que les humains ont des émotions et c'est vraiment pas pareil. Je peux pas décrire, même si on me demande de le faire c'est impossible. Bah ouais, vraiment impossible. Je comprends. Bah justement, regarde, on va revenir quand même sur ton programme pendant les Jeux paralympiques parce qu'il était bien chargé. On a fait un petit visuel sympa. Je remercie Antoine pour ça. Voilà, avec toutes les épreuves, donc la médaille d'or pour débuter, lancer tes jeux sur la poursuite, la piste hein, évidemment, la médaille de bronze sur les kilomètres, le contre-la-montre, la 4e place sur la vitesse par équipe. On va en reparler. Il y a un petit goût amer sur cette médaille. La médaille d'or pour tes débuts sur route, sur le contre-la-montre, et puis la médaille de bronze, là aussi, petite avertime, je le sais, sur la course en ligne. Alors, je vais te poser quelques questions. Là, regarde, tu vois, sur les photos, là, on voit que déjà, regarde, sur les 2 photos, il y a du public à mort. Et même sur même à Clichy-sous-Bois, j'aurais jamais mis 1 euro sur le fait qu'il y ait plus de 10 personnes à Clichy-sous-Bois. Ah ouais, bah tu vois, non, mais c'est incroyable. C'est pour ça que je remercierai jamais assez les gens. Je me suis dit, mais qui va se lever un jeudi matin à 8h pour venir voir des mecs faire du vélo à Clichy-sous-Bois? C'est vrai que vu comme ça... Et ils étaient nombreux. Et c'est là qu'on voit que les Jeux, ça a vraiment... dans la mentalité des gens, c'était un truc différent d'habitude. Et à partir de quand, tu vois, tu as eu cette bascule où tu me dis qu'au début, ça t'a un peu freiné, finalement, hein, cette ambiance, voilà, tout le contexte autour. À partir de quand ça a changé et ça t'a transcendé? Le lendemain. D'accord. Je pense qu'en fait, dès que j'avais eu ma médaille d'or, tout s'est débloqué. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, mes Jeux sont déjà réussis, quoi qu'il arrive. Et même si j'avais dans un coin de ma tête le contre-la-montre sur route où j'avais vraiment envie de performer, sur la piste, je me suis dit, mec, tu vivras plus jamais ça de ta vie, tu as fait une médaille d'or, profite. Bah tiens, regarde, on va remettre le visuel et je vais te demander un petit truc, Alexandre. Tu vas essayer de me donner un mot pour chaque course que tu as vécu pendant les Jeux para. Là, déjà, le 1er septembre, je l'ai déjà. Mais 30 août, je dirais exceptionnel. Ouais. Le 31, je dirais sentiment de pas... Ouais, c'est pas à quoi je m'attendais. Pour le 1er septembre, c'est trahison. Pour le 4 septembre, c'est jeu incroyable. Et pour le 7 septembre, c'est apprentissage. Bah, on va revenir un peu en détail avec le temps qu'on a, hein, parce qu'évidemment, 5 courses, ça fait beaucoup. Mais je reviens tout de suite sur le 1er septembre. Trahison. Ouais. Bon, on en a beaucoup parlé, hein, évidemment, dans les médias, de cette vitesse par équipe où vous finissez 4e avec Gatien Le Rousseau et Kevin Lequinf. Pas de Dorian Foulon dans l'équipe, qui était normalement prévu. On rappelle que donc, Dorian a privilégié les courses individuelles. Ouais, mais il a prévenu... Tout à son honneur. Ça, c'est pas ça que je reproche. Ouais, non, mais je remets juste un peu le contexte, tu vois, pour que les gens ciblent bien. Donc, il a prévenu le groupe de son forfait mi-juillet. Là-dessus, on est bon au niveau des dates? Mais 3 semaines avant, donc fin juillet, voilà. Mi-fin juillet, ouais. Assez tard. On va lui laisser le bénéfice du doute, on va lui dire mi-juillet pour voilà. plus de temps. On rappelle que Dorian a aussi l'handicap le moins lourd, donc forcément, ça fait aussi la différence sur une compétition comme ça de vitesse par équipe.
bon, j'ai l'impression que c'est pas... Je sais que pendant les Jeux, c'était compliqué pour toute l'équipe. Je pensais qu'il y avait peut-être eu des discussions entre vous un peu après, mais c'est toujours un peu le même sentiment que tu as. Hein. Tu me dis trahison. Ouais, c'est toujours douloureux en fait. Ouais. Moi, ce que je reprocherais, c'est pas le fait de nous avoir lâchés 3 semaines avant. Il y a 1 an et demi, on avait relancé une vitesse par équipe où c'était vraiment hyper intéressant et on savait qu'on pouvait faire quelque chose. Et on s'est lancé dans un projet à 3. Et ce jour-là, il nous a dit droit dans les yeux qu'il faisait les Jeux avec nous. Donc très bien. Et à ce moment-là, s'il nous avait dit j'ai plus envie de la faire, trouver quelqu'un d'autre. Mais ça aurait été OK. Parce que là, on était dans une phase de reconstruction où on refaisait une équipe, on avait remodélisé l'équipe, on avait changé les rôles. S'il ne voulait plus faire partie de l'aventure, c'était pas grave. On avait Gatien qui était très chaud. Donc il n'y avait aucun problème avec ça. Moi, le truc là où je lui en veux, c'est de nous avoir dit ça 3 semaines avant les Jeux, où on avait déjà fait des championnats du monde, on avait déjà eu une cohésion à plusieurs pour s'entraîner. On aurait pu servir justement de ce pré-camp pour pouvoir peaufiner les détails. Et avec le temps qu'on faisait, là, on faisait trop au jeu. Et du coup, on a mis aussi un peu Gatien dans la sauce. Parce que du coup, quand il nous a annoncé son forfait, Dorian, on a été obligé de trouver quelqu'un d'autre pour la faire parce qu'on était déjà engagé. Si on n'avait pas été engagé, on ne l'aurait pas fait. C'était pas grave. Mais vu qu'on était engagé et Laurent nous avait engagés, on était obligé de trouver quelqu'un pour la faire. Et on a un peu mis Gatien dans la sauce aussi, parce que Gatien, il n'était pas du tout préparé pour cette épreuve. C'était ses premiers jeux en plus. Ses premiers jeux. Et puis, il n'avait pas, justement, parce qu'en plus, lui, il avait le rôle le plus facile, certes, mais sortir de la boîte et mettre l'équipe dans la bonne allure dès le premier tour, c'est beaucoup de travail. Enfin, mentalement, c'est travail d'explosivité qu'il n'avait pas fait, parce que sur les épreuves qui préparaient la poursuite et le contre-la-montre, l'explosivité, on s'en fout. Donc non, c'était... Ouais, et puis, moi, ce que je retiendrai, c'est qu'il n'ait pas voulu la faire avec nous. Ok, c'est pas grave, mais c'est pour l'équipe de France. Bien sûr, oui. C'est pour la nation, en fait. C'est un sport individuel, mais qui reste, en tout cas, sur cette compétition. Qui nous aime pas, qu'on s'aime pas et tout. Enfin, ça, c'est pas un problème. Enfin, il n'y a pas grave, il y a pas de souci. On peut pas s'entendre avec tout le monde dans la vie. Il n'y a pas mort d'homme et je lui en voudrais pas. Il m'aime pas, c'est pas grave. Je peux pas lui en vouloir. C'est comme ça. Mais le fait qu'il ait abandonné l'équipe France et que potentiellement, là, ça va. Nos jeux en cyclisme se sont super bien déroulés. Donc il n'y a pas de problème, on l'oubliera très vite ça. Mais si ça ne s'était pas super bien déroulé et que l'équipe attendait une médaille qui était carrément possible et qu'il nous a abandonné et qu'on ne la faisait pas, c'est pas pour nous le problème, c'est plus pour les managers et plus pour l'équipe France et la Team France en général. Tu as pu en rediscuter ou pas avec Dorian? Vous avez pris le temps d'en discuter et que tu as un peu sa version des faits? Ouais, bah, on en a rediscuté vaguement et il a dit que ça lui faisait beaucoup de fatigue. Ça lui faisait beaucoup de fatigue entre cette épreuve-là et 2 jours après, il y avait le contre-la-montre. Alors, je veux pas être méchant avec lui, mais je l'ai faite, je fais médaille d'or 2 jours après. Il ne l'a pas faite, il fait médaille de bronze. Voilà, ce sera la conclusion. D'accord, bon bah écoute, on conclura là-dessus. On va évidemment te poser d'autres questions sur toutes ces courses que tu as vécues. La course la plus belle, Alexandre, là, si tu devais en retenir une particulièrement. Le 7 septembre, la plus belle, parce que... Ah ouais. Ouais. Tu vois, ok, d'accord. Parce qu'on a beaucoup appris, je pense, avec Thomas le jour-là, et le fait de pouvoir avoir faire la course avec lui, pour moi, c'était très intéressant, parce qu'en handisport, on ne court jamais ensemble. Et Thomas, c'est un ami très proche, on s'entend énormément. Et le fait d'avoir pu partager cette course avec lui le 7 septembre, qui était la dernière en plus des Jeux, lui, il avait déjà réussi ses Jeux, moi aussi, il a gagné le chrono dans sa catégorie, j'ai gagné le mien. J'avais déjà fait médaille d'or à la poursuite, médaille de bronze au kilomètre. Et donc, on était tous les deux dans une phase où on voulait s'aider. Bon, malheureusement, on n'a pas récolté le plus beau des métaux, mais on a quand même passé. Pour moi, j'ai quand même passé un super moment avec lui. C'est intéressant, tu vois, que tu me dises ça, Alexandre, parce qu'en début d'émission, tu me disais que toi, les sports collectifs, c'était pas trop pour toi et que tu étais assez individuel. Quand je t'entends parler là et que tu me dis que la plus belle course, c'est le 7 septembre, pas facile à dire, une course où tu t'es sacrifié finalement pour Thomas Perroton d'Arte, une course d'équipe où tu savais d'ores et déjà que de toute façon tu n'allais pas être devant lui, hein, tu te sacrifiais pour lui. Donc c'est marrant que tu me dises que c'est la plus belle course. En fait, c'est le collectif là qui ressort chez toi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, pour la petite anecdote avec Thomas, on s'était dit la veille de la course, on s'est dit, il n'y avait pas encore de leader désigné, on n'avait pas fait de briefing. Et en fait, il y avait une bosse pas très loin, il connaissait les lieux et il m'a dit on la monte. Et le plus fort en haut, ça sera le leader demain. Incroyable. Okay. Donc déjà, en plus, il était dans une phase où, malgré la différence de handicap, il voulait quand même me laisser ma chance. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et donc, on a fait cette bosse-là et sans appel, il était pas beaucoup plus au-dessus, mais il était au-dessus de moi le jour-là, la veille de la course. Et, donc pour moi, ça paraissait normal de me sacrifier pour lui, il n'y avait aucun problème. Et c'est pour ça qu'au briefing...
le briefing était clair, c'était pour Thomas. Donc il fallait que ce soit dans les meilleures dispositions, qu'on l'isole le plus possible avec le moins d'anglais possible, parce qu'ils étaient 4 anglais au départ. Ah, vous avez attaqué assez tôt, hein, finalement, avec Thomas. Hein. Et donc, voilà. Et par contre, on s'était dit aussi que si jamais il n'avait pas de bonnes sensations et que moi, elles étaient bonnes, on pouvait inverser les rôles et il n'y avait pas mort d'homme si c'était le cas. Et il fallait qu'on soit honnêtes tous les deux et on s'était promis de l'être. Et donc, ouais, la course s'est super bien déroulée parce qu'on s'est retrouvés très vite à 4 en échappée avec un seul anglais, donc à 2 contre 1. Et un Canadien qu'on a très vite fait péter aussi, donc on s'est retrouvé à 2 contre 1. Donc franchement, le scénario parfait. On était 2 Français au départ, on se retrouve 2 devant, un seul Anglais sur les 4. Et en fait, c'est un peu dans les 2 derniers tours, on a mal géré. J'avais pas trop confiance en moi, c'était la fin des Jeux. Ouais. J'avais des super sensations, mais vu ce qui s'était passé la veille aussi à l'entraînement, je me suis dit, bon, il doit être meilleur que moi. Et c'est vrai qu'après, avec un peu de recul aussi, je comprenais son état d'esprit de je suis le leader, il faut que j'assume jusqu'au bout. Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'a pas assez communiqué, je pense. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une belle course aussi, c'est qu'on a beaucoup appris tous les deux. Et je pense que des erreurs comme ça, on ne les refera pas. Alors, on rappelle, supériorité numérique, et c'est donc Graham qui craque pas et qui finit au sprint. Ouais, et en fait, on avait dit dans la dernière bosse, il était toujours là, je devais la monter à fond. Et il y avait un haricot au milieu de la route à un moment, et que Thomas devait attaquer à gauche. Et à ce moment-là, je pense que Thomas était aussi à fond, et on était tous dans le même état. Hein, et si on avait... Avec Dessy, on peut refaire le monde, mais si on avait fait dans l'autre sens, je pense que moi, j'aurais pu attaquer. Mais c'est pas grave, on a décidé de prendre ce rôle-là. C'était la tactique définie. Et je regrette pas d'avoir fait ça et d'avoir partagé un podium avec lui, c'était quand même cool. Tu les revisionnes ou pas, tes courses? Tu les as revisionnées toutes ou Celle-là, je l'ai revisionnée. Je les ai pas toutes revisionnées, mais celle-là, je l'ai revisionnées pour savoir où on a merdé. Analyser un peu. Analyser, et c'est vrai que Thomas a merdé, mais j'ai merdé aussi. Hein. Il y a des moments, j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi. Donc on a tous les deux nos torts là-dessus et il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, on ne fera plus les erreurs là. Mais c'est cool parce que là, tu dis avec du recul, mais je me rappelle que juste après l'épreuve, tu avais déjà en fait réussi à prendre du recul et à analyser ce qui s'était mal passé. Hein. Ouais, il y avait beaucoup de déceptions quand même après l'épreuve parce que quand je regarde mes données de puissance et tout après la course, c'était très très bonne. Ouais. Et j'avais des super sensations finalement. Et je pense que si j'arrive avec Graham ou si j'arrive tout seul, je gagne. Je ne vais pas me surestimer, mais je pense que c'était possible de chercher la médaille d'or. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de déception, c'est qu'il était prenable le jour-là et je pense qu'on n'aura pas des opportunités comme ça tous les 4 ans, donc il fallait en profiter. Mais ouais, je suis quand même très satisfait de ce qu'on a fait. Ouais. La course où tu t'es senti le plus invincible, un peu dans la zone, tu vois, un truc de surpuissance où tu te dis que rien peut t'arriver. Il n'y en a peut-être pas. Hein. Ouais. Il y en a aucune. Pas. Bah, tu vois. Parce que la première, du coup, c'était un peu le stress, l'état de stress. Et la deuxième médaille d'or, le 4 septembre, comment dire, c'était un peu un circuit tracé pour moi, taillé vraiment pour moi au millimètre. Et je savais juste que la première descente, avec les chutes que j'avais eues, j'ai eu une chute il y a 1 an et demi qui était un peu violente. Et depuis, dans les descentes, j'ai un peu de mal à prendre plus de risques. Et je savais que cette descente-là, j'allais perdre un peu de temps. Et les descentes sur le vélo, hein, parce que tu me disais en off, tu as une bonne descente, mais pas forcément sur le vélo. C'est pas la même chose, une bonne descente avec l'alcool, mais là, on parle de cyclisme. Mais c'est vrai que là, j'ai perdu du temps et je savais que j'allais en perdre. Ouais. Et en fait, le premier intermédiaire était en bas de la bosse et j'ai pas douté, mais au bout de 6 km, j'avais déjà 7 secondes de retard sur la tête et 3 sur la deuxième place. Donc je me suis dit que là, il fallait vraiment se sortir les doigts parce que les autres étaient en train de faire un numéro. Et ouais... Je suis même toujours, je crois, je suis deuxième, mais toujours à 7 secondes de retard à 1 km de l'arrivée. Et c'est vraiment cette dernière bosse qui m'a permis d'aller chercher la médaille d'or. Et ça joue qu'à 2 secondes. Donc là, même si le jour-là, sur le vélo, je sentais que j'écrasais et qu'il y avait vraiment de la force pure. Vu ce que j'entendais dans l'oreillette, non, j'étais pas serein. Ouais. Dernière petite question là sur tes courses, et après on va enchaîner. La course où tu t'es le plus amusé, malgré la compétition, l'enjeu, la pression? J'ai pris du plaisir sur chaque course, hein, mais là où je me suis quand même beaucoup amusé, c'est le 7 septembre avec Thomas toujours. Hein. Ouais. Vraiment beaucoup. En fait, le vélo, quand tu marches, c'est amusant. Hein. Quand t'es pas dans une bonne journée, c'est terrible. Ouais. Mais quand tu marches, c'est vraiment hyper agréable de faire ce sport et de dominer un peu l'adversité, c'est plutôt cool. Et tu la domines l'adversité, ça c'est sûr. On rappelle quand même ton palmarès, 20 fois champion du monde, hein, avec piste et route, 8 fois médaillé paralympique, triple médaillé d'or en plus. On a un petit message de Gatien Le Rousseau. Je t'ai dit que j'étais allé à la pêche aux infos et il a une petite question à te poser, Gatien. Salut Alex, c'est Gatien.
Bah écoute, moi je me demandais simplement comment tu fais pour garder la motivation alors que tu domines complètement ta catégorie, tu as déjà tout gagné, tu as les titres mondiaux partout, tu as les records du monde partout. Donc ouais, je me demande comment tu fais pour trouver encore la motivation. Allez, à plus. Alors, Mais tu sais qu'on en parle beaucoup tous les deux de ça. ah ouais? Ouais, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup parce qu'il me dit, moi je pense qu'à ta place, je sais Ouais, pas ce que je ferais en fait. Il m'a dit, c'est pour ça qu'on se pose la question, c'est qu'est-ce qui te motive à aller faire du vélo Ouais, alors non, mais que c'est vrai. tu domines et T'as la réponse à ça ou pas? j'aime le vélo. Ouais. J'aime beaucoup le vélo, j'aime m'entraîner, j'aime le vélo et je pense que ça m'aide beaucoup parce que c'est vrai que quand on a tout ce palmarès si vite, c'est compliqué de retrouver des motivations et pas se reposer sur ses lauriers. Mais je pense que tous les deux, on a cette chance-là avec Gatien de pouvoir courir en élite aussi, en valide à côté, et de se prendre des grandes tôles. Ouais, ça avec- te remet un avec les peu à valides. l'endroit. Et donc, Quand tu reviens d'un championnat du monde où tu as écrasé la concurrence et que le week-end d'après, c'est toi qui te fais écraser, ça dégonfle un peu aussi. ça te remet vite les idées en place. Ouais, ouais. Et je pense qu'on a cette chance-là d'avoir ce double projet, valide en e-sport. Et moi, c'est ça qui me fait tenir aussi. Et on a tous les deux, lui pareil, il a signé dans une N3 cette année et je suis très content pour lui qu'il puisse l'être à ce niveau-là aussi en valide. Ça nous fait, je pense que tous les deux, c'est ce qui nous pousse et ça nous fait des nouveaux challenges, mine de rien. Et tous les deux, on se pousse aussi dans le peloton valide à être meilleurs. Enfin, c'est vraiment tous les deux, quand on est ensemble, c'est vraiment des concours. Quand on est tous les deux, on se compare nos tests, qui est le plus fort. Et on a cette chance-là, il est novice dans le vélo. Et en fait, d'avoir le même poids et d'avoir à peu près les mêmes données à 5-10 watts près. Et je suis encore un peu en avance sur les épreuves, sur les efforts du type 1 à 5 minutes. Mais tout ce qui est tout ce qui est effort de 15-20 minutes, il est au-dessus de moi. Ouais. Et en fait, on se pousse tous les deux parce que quand on fait un contre-la-montre, qu'on n'est pas dans la même catégorie, mais qu'on a la même distance, moi, le but, c'est de prendre le moins de temps possible sur lui, pardon. Et donc, lui, c'est pareil, il veut m'en mettre le plus possible. Donc, je pense que il y a une saine rivalité. C'est vrai que s'il y avait personne d'autre, j'avais pas de copains et tout, peut-être que dans ma catégorie et tout, peut-être que je me reposerais un peu sur mes lauriers. Mais le fait de les avoir, Gatien, tu vois, Kevin, Thomas, les valides, je pense que c'est ça qui me booste quand même à rester dans le droit chemin de l'entraînement et pas prendre le melon et pas me reposer sur ses lauriers. Bon, tu l'as dit, hein, tu aimes le vélo, tu Ouais. aimes aussi la Bretagne. Ça, Ouais. c'est fier d'être breton, je le disais en introduction. On t'a fait un petit dilemme spécial Bretagne. Ok, Alexandre, t'es prêt? Je sais pas si on n'a pas une petite musique là en régie. Magnifique. Pour se mettre un peu dans l'ambiance, tu vois, du truc. Allez, c'est parti, Alexandre. Alors, Saint-Malo ou Quimper? Oh, Saint-Malo. Saint-Malo. Galette saucisse ou crêpe au caramel beurre salé? Crêpe caramel, j'arrête. Plutôt sucré que salé, quoi. Ça dépend des moments, mais le beurre salé, le caramel beurre salé, c'est quelque chose. Ouais, C'est quelque chose. j'avoue, je suis pas breton, mais là, je valide. Festival interceltique de Lorient ou les Vieilles Charrues? Et bah, figure-toi que j'ai jamais fait les deux parce que ça tombe toujours dans la saison. Ah, oui. Mais des visuels que j'ai, les Vieilles Charrues. Les Vieilles Charrues. Cidre brut breton ou chouchen? Aussi trop brut. Cidre brut. Direct. La tribu de Dana ou Nolwenn-Leroy? Le tribune d'Anna. Stade Rennais ou Stade Brestois? Ah, Je sais ce que tu vas me répondre, mais... je suis pas foot. Je veux pas mettre tout mon ado, mais Stade Rennais, très bon club. Mais là, je pense que tous les Bretons et supporters de foot, avec ce que fait Brest en Ligue des Champions, là, on Incroyable. les supporte tous. Brest. Morbihan ou Côte d'Armor? Côte d'Armor, Oui, logique. logique. Kenavo ou Irmat? Kenavo. Alors, là, je suis en train de te lire des trucs, je sais même pas. Kenavo, Je demandais à un Kenavo, collègue breton pour. Kenavo, c'est un peu ma. Quand je dis au revoir, je dis pas au revoir, je dis Kenavo des fois. Tu Ok, vois, ça veut dire au revoir en breton. Le Gwenadou ou le drapeau tricolore? Le Gonadu, tu sais ce que c'est? C'est le drapeau breton, Voilà, bah Ouais, voilà, attends. t'as ta réponse. Hein. c'est ça? Bah, le Drapeau drapeau breton. breton direct. Ouais, Moi attends, je dis pas je suis français, je suis breton. t'es breton. Est-ce que quand même tu pourrais le porter le drapeau tricolore à Los Angeles en tant que porte-drapeau? Ça te tenterait ça ou pas? À Los Angeles, ça me tenterait. Ouais. Faudrait voir par rapport aux épreuves et tout comment ça se passe. Mais ouais, ça me tenterait bien, ouais. Bon, mais il y a peut-être autre chose qui va te tenter parce que chaque semaine dans cette émission, on fait découvrir une discipline un peu insolite. Et cette semaine, c'est le yoga. C'est parti pour le Sébarré. Et on accueille Alexandrine Comte qui pratique donc le yoga. Comment ça va, Alexandrine? Ça va, merci. Tu vas bien? Bon, le yoga, tu connais un peu le yoga ou pas?
Je connais pas, mais je suis friand de tout ça. Là. Je fais du pilates et tout avec ma mère, j'en ai fait. Du coup, j'ai envie d'essayer ça. Bon, magnifique. Bon, Alexandrine, déjà, explique-nous un peu comment t'es. Je demandais à Alexandre comment il est tombé dans le vélo, et toi, comment t'es tombé dans le yoga? Ok. Explique-moi. Moi, j'ai découvert la pratique du yoga il y a 10 ans. Ouais. En tant que telle, classe de yoga, mais en fait, j'en faisais depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais je ne savais pas que c'était du yoga. Ok. Moi, j'ai grandi en sport-études, danse classique. Et on avait tous les matins de la méditation et des bains sonores. Et en fait, j'ai appris bien plus tard que c'était du yoga. Donc 10 ans de pratique officielle. Et ensuite, j'ai enseigné le yoga. Ça s'est fait de manière assez naturelle où un professeur m'a formée. Et puis en fait, j'ai adoré ça. Il y a plein de styles de yoga différents. Moi, j'ai découvert un yoga très postural qui ressemblait à la danse. Et depuis, j'ai découvert plein d'inspirations pour créer une pratique, une méthode qui soit assez riche. Voilà. Je sais aussi que le yoga, enfin tu vas me dire si je me trompe, mais c'est aussi un peu, ça devient un peu un mode de vie. Est-ce que toi, tu as senti que ça t'avait fait évoluer sur ta façon de penser, de voir les choses? Oui. Ouais. En fait, ça va même plus loin que ça. C'est que, on en parlait tout à l'heure, est-ce que le yoga, c'est un sport, un art? En fait, c'est un état d'esprit. C'est d'ailleurs la manière de définir le yoga, c'est quand au sens propre, quand les fluctuations du mental s'arrêtent. Okay. Donc en fait, quoi que tu fasses, c'est plutôt l'état d'esprit que tu habites qui fait que tu fais du yoga. Et c'est là où tu as la différence. Tu peux retrouver par exemple des principes éthiques pour vivre yoga, des principes philosophiques, tu as des postures, tu as de la respiration, tu as de la méditation. Et tu vois, par exemple, il y a plein de postures qui vont ressembler à des exercices de pilates, à des exercices de danse, de stretching. La seule différence que tu vas avoir, ou même de gymnastique, c'est l'intention que tu y mets. Et l'intention, c'est d'être dans ton moment présent, conscient de tes sensations et de ne pas chercher à ressembler à quoi que ce soit, ni à faire aucune performance. Tu as un peu fait, alors tu ne disais pas du yoga, hein, mais tu as déjà fait un peu de relaxation, de méditation, des choses qui s'en rapprochent? Si le pilates, ça en est, oui. Mais sinon, tout ça, non, j'ai jamais vraiment essayé. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi quand tu es au niveau du mental, c'est un peu bouché, tu as vraiment plein de sollicitations médiatiques. Ou dans le sport, c'est vraiment des entraînements hyper intenses. Je pense que le yoga, ça peut permettre de plus facilement récupérer aussi. Ouais. Tu confirmes pour les athlètes de haut niveau, Alexandrine, ça a un vrai effet bénéfique de pratiquer le yoga? Ouais, alors tu as plein de styles de yoga différents. Ouais, bien sûr. Je pense que, en fait, ce que la pratique du yoga apporte, c'est une meilleure conscience de ton corps, dans toutes ses sensations, et un travail complet, c'est-à-dire que tu travailles autant la motricité, la mobilité, la souplesse, le renforcement musculaire de toutes les parties du corps. Et tu as cette pratique de la respiration que tu vas chercher à allonger, à renforcer, à densifier. Et en plus, où tu as effectivement cette pratique de la méditation qui fait que tu es beaucoup plus apte à prendre de la distance avec des pensées qui peuvent arriver ou des sollicitations extérieures. Donc oui, je pense que c'est hyper complémentaire. Après, il y a le yoga, mais tu peux aussi faire du qigong, tu peux aussi faire juste de la relaxation. Je pense qu'il y a plein de pratiques, mais en tout cas, elles se rejoignent toutes sur les mêmes fondements. Mais c'est vrai que c'est très ancré. Enfin, tu vois, moi j'ai l'image du yoga, je pense que toi aussi Alexandre, mais où c'est un truc vraiment de relaxation sur des tapis. Spirituel. Voilà, spirituel, une musique très calme et tout. Ouais. Toi, tu as voulu un peu casser les codes aussi, proposer une méthode tout autre qui révolutionne un peu tout, c'est l'extatique yoga. J'aimerais que tu m'en parles un peu là, Alexandrine, nous expliquer un peu ce que c'est. Ouais. L'extatique yoga, c'est une méthode que j'ai créée il y a 4 ans. Et par rapport à ce que vous imaginez du yoga, et vous avez raison, le yoga traditionnel, c'est très spirituel et on est loin de notre rythme de vie moderne. Mais en fait, je fusionne le yoga avec de la musique électro. Il a bugué avec ça. Truc complètement opposé, j'adore. Et dans la pratique du yoga,
Tu vois, je vous disais qu'il y a plein de styles de yoga différents. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu envie de créer une méthode où on peut avoir plein de techniques de différents styles de yoga, les agrémenter aussi de d'autres techniques comme le breathwork ou encore du mouvement intuitif qui est plutôt de la danse contemporaine presque, et le tout sur de la musique électro. C'est sûr que c'est pas habituel de lancer de la musique électro. Je travaille dans des studios de yoga, mais aussi dans des salles de spectacle. Donc, l'objectif, c'est vraiment créer un lien entre ces deux univers, parce que je suis convaincue qu'on peut toucher le même état de lâcher prise et de pleine conscience avec la musique et avec le yoga, et les deux en même temps, c'est plutôt cool. Et quand tu as proposé ta méthode au début, que tu as essayé de la faire connaître, ça a tout de suite été bien accepté ou alors tu as eu certains qui étaient un peu réfractaires à ce que tu tentais de proposer? J'ai fait ça progressivement. Ouais, faire évoluer les mentalités. J'ai fait ça progressivement. Après, le yoga, ça fait, je pense, 6 ans qu'il s'est déjà quand même un peu modernisé. Et où on est plutôt sur du postural. Enfin, il y avait déjà de la musique dans le yoga, plutôt de la musique traditionnelle. Moi, en fait, quand j'ai commencé à donner des cours de yoga, je mettais toujours une playlist. Et mes choix, je suis passionnée de musique, mes choix de musique, ça va de manière progressive. Mais il y avait toujours un peu de musique électro et je me rendais compte que les élèves aimaient bien, qu'ils soient jeunes, de l'âge de nos parents, pas du tout branchés musique électro ou au contraire fans. Enfin, voilà, j'ai senti que ça plaisait. Et puis en fait, je crois que c'est au fur et à mesure, en enseignant les classes, que j'ai commencé à casser un petit peu les codes et à assumer complètement après mon parti pris avec l'ecstatic yoga. Voilà. Musique électro, en plus, toi, ça te parle, non? T'avais mixé à la cérémonie de clôture, je crois, non? Sur One More Time. Là. Ouais, avec des vidéos Martin qui Solveig, tournent. Ouais, c'est bien, ça, moi. Bon, du coup, ça devrait coller, ça devrait coller. Nous, on va faire une démo tout à l'heure, hein, mais voilà, très, très courte, avec ce qu'on peut faire. Toi, tes séances, comment ça se structure d'Ecstatic Yoga? C'est des séances longues, c'est toi qui choisis tes musiques, c'est toi qui choisis un peu les mouvements que tu vas montrer à tes élèves. Comment ça se structure? Alors oui, c'est long, 2h30. Ouais. Normalement, une classe de yoga habituelle, elle dure à peu près 1 heure. C'est combien par classe? Ça dépend, on est entre 10 et 30 personnes. Okay. Ouais. Et les classes durent 2h30. Ouais. En fait, je veux vraiment prendre le temps de faire un travail très progressif. Parce qu'avant de lâcher complètement prise sur de la musique électro, donc voir, tu vois, danser comme ça, hurler, c'est ce qui peut arriver. Nous, on va devoir le faire en 5 minutes. Hein. Donc, on va hurler en 5 minutes. Bon, donc dans cet état d'extase, ou même de l'autre côté, être complètement immobile dans de la contemplation pure, méditation. Ces deux états-là sont quand même assez intenses sans introduction. Soit tu es un peu timide et tu as peur du ridicule pour aller dans l'état d'extase, soit tu es trop tendu et trop énervé pour être tout de suite fermé comme ça, immobile avec toutes tes pensées. Limite, ça va faire l'effet inverse, tu vas ruminer. Et donc moi, je considère que ça prend du temps de d'abord délier le corps, de s'ancrer. Donc on fait des mouvements très simples au début, des exercices de respiration. Et petit à petit, on déplie le corps. On rajoute d'abord au sol, ensuite on se lève, et puis les mouvements s'enchaînent un peu plus rapidement pour travailler la synchronisation avec le souffle. Et tout ça va avec la musique aussi, jusqu'à ce que, en fait, à force de répéter, d'enchaîner, on commence à s'emballer. Ensuite, on fait des exercices de respiration assez intenses. Et après, on calme le jeu. Et on se réancre pour arriver dans la fin de la classe, qui est la méditation. D'accord. Donc tout ça prend 2h30. Ouais. Et tout le chemin en musique, il n'y a pas de l'électro du début à la fin. Mais en fait, tout est assez progressif. D'accord. Et tu sens vraiment à la fin d'une session qu'il y a un truc qui s'est créé, un truc qui s'est passé entre tous les pratiquants, toutes les pratiquantes? Ouais. Ouais. Moi, je sais ce que je prépare. Ouais.
mais je ne sais jamais ce qui va se passer. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que je vais guider une classe et après, c'est la manière dont les personnes vont la percevoir, avec quoi ils sont venus, quoi. Enfin, leur pensée, leur chemin, leur corps, enfin, tout est assez différent. Moi, je m'adapte aussi beaucoup à l'énergie qui est en face, au type de personne. Enfin, tu vois, dans les classes, il y a toujours un premier quart d'heure où je fais le tour de chaque personne pour savoir qui ils sont et pour adapter. Franchement, dans les 2h30, on traverse plein d'intensités différentes. Donc parfois, il y en a qui vont exprimer de la colère. Oh, putain, j'en ai marre, mais putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? D'autres, peut-être de l'ennui. Parfois, d'autres, de la joie totale, de la confiance. Et c'est ça, justement, qu'on travaille. C'est travailler toutes ces émotions-là. Et généralement, à la fin de la session, on a tout passé à la machine à laver et on est prêt pour juste méditer et accueillir les bienfaits, quoi. Et c'est quoi le public à peu près? Tu as plus de femmes, je suppose que tu as plus de femmes que d'hommes, mais au niveau même des âges, une fourchette d'âge, on est à peu près sur quoi? La majorité des personnes qui sont dans mes classes sont des femmes qui ont à peu près entre 30 et 40 ans. Ouais. En fait, je pense que c'est plus parce que du coup, ce sont des personnes que je connais, enfin, tu vois. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'hommes aussi qui viennent de plus en plus. J'ai des personnes beaucoup plus jeunes, des personnes beaucoup plus âgées. J'ai souvent, en fait, le principe maman, papa et leurs parents qui viennent. C'est aussi comme c'est une pratique qui est assez accessible à tous, ça fait que tu peux la partager en famille. Et aussi, j'ai des personnes qui font du yoga, mais j'ai aussi plein de personnes qui adorent la musique électro et l'énergie de cette musique et de la fête et qui se disent « Ah bah ok, d'accord, si on peut retrouver les mêmes sensations dans ton cours, on vient ». J'ai des sportifs, des personnes qui font plutôt que de la méditation, donc voilà, c'est assez ouvert. Bon, imaginons qu'Alexandre et moi, on se chauffe, on a envie de faire de l'extatique yoga avec toi. Mais pendant 2h30, comment on fait? Est-ce que tu peux nous donner un peu des dates? Moi, je suis chaud, hein. Et franchement, de ouf. Non, mais carrément, des dates. Moi, tu m'avais proposé, malheureusement, je n'ai pas pu dimanche dernier. Moi, je vais m'inscrire. Hein. Voilà. Comment on fait? Alors, tu proposes quoi comme... Alors, dans les prochaines dates, il y a à Paris, 30 novembre et 1er décembre. Il y a Marseille aussi, 17 novembre. Loin de la Bretagne, ça. Je n'ai pas encore de session en Bretagne. Il faut en mettre une à Saint-Caradec, là, non? Ouais, session. Je vais tout faire. Je vais appeler le maire. Moi, j'organise entre 1 à 2 sessions par mois, un peu partout en France, et en janvier à Barcelone. Ah oui, voilà. D'accord, ok. Tu fais aussi. On commence à ouvrir un petit peu. Trop bien, c'est trop cool. Bon, bah écoute, on va pas tester pendant 2h30, mais on va quand même faire une petite démonstration avec toi. Tu vas nous faire une petite séance? Très bien. Allez, c'est parti. Donc, on reste. C'est toi qui nous guide. On va mettre tes musiques. Hop. Bon, ça va? Je suis chaud de zinzin. Trop bien. Allez, je vais mettre ça juste. Ouais. Tac. D'abord, alors. Non, on y va comme ça. Hop. Oui. Voilà. Alors, on t'écoute, Alexandrine. Bon, déjà, l'objectif, c'est on va accepter la situation telle qu'on est. Si vous avez envie d'enlever vos chaussures. Bien sûr. Je suis chaud. Allez. Désolé pour l'odeur. Non, ça va. Et je suis chez WAM. C'est là si on voit qu'on a les bonnes paires de chaussettes, c'est le bon assemblage. Des fois, non, ça va, tout le monde a. Ok. On va commencer assis. Juste, moi, je me suis un peu avancée. En fait, l'objectif, c'est d'avoir les pieds bien à plat dans le sol. Ouais. Ok, la main. Puis vous pourrez relâcher les mains sur les genoux. Ok, on se regarde, ça va? Tout va bien? On commence? Prêt? Allez. Ok, vous ferez une grande inspire. Et vous relâchez tout par la bouche. Ok, fermez les yeux. Juste on reste immobile ici. Écartez les pieds dans le sol, ressentez le tapis, le parquet. Et prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. On prend le temps de nous installer et dans cette immobilité de rassembler un peu tout le monde, notre corps, toutes nos pensées dans ce moment présent. Relâchez les mains, les doigts. Relâchez les poignets. Ressentez le poids des coudes. Relâchez les épaules.
relâchez la langue dans la bouche. Et ressentez tous les traits du visage qui commencent à s'adoucir. Les joues, les pommettes. Le regard à l'intérieur. Et on va chercher à allonger le souffle. Prenez des grandes inspires. Et à l'expire, vous pouvez comme chuchoter. Autorisez-vous à avoir le plus de place possible. Vraiment, vous inspirez, vous gonflez dans le ventre, dans la poitrine, dans les côtes. Sentez le ventre qui se gonfle, les côtes, même le dos, la poitrine, les épaules, la gorge. Et l'expiration, tout doux. Yes. Okay. On inspire sur 4, 3, 2, 1. Inspire encore. Et expirez, 4. Inspirez, ressentez l'air qui remonte le long de la colonne, je grandis, je m'étire jusqu'au sommet du crâne et expirez, yes. Ok, on répète plusieurs fois ici et on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, il n'y a aucun objectif de performance, d'avoir le souffle le plus long possible, aucun objectif esthétique. Alors d'habitude en classe je dis que vous n'êtes pas filmé, mais là c'est le cas. Bien. Ok, montez les épaules aux oreilles, prenez une grande inspire. Et roulez les épaules en arrière, expirez. Yes. Ok, hein. Bien, inspirez, montez les bras, étirez les bras vers le ciel. Allonge jusqu'au bout des doigts, étire. Et expire, on va chercher loin vers l'arrière, on ouvre par les extérieurs. Ouais. Yes, on fait ça plusieurs fois, ok? Inspire, lève les bras, étire. Et expire, loin vers l'arrière et vers les extérieurs. Yes. Ok, encore une fois. Inspire, lève. Et on expire, on ouvre. Ok. On essaie d'entrecroiser les doigts derrière le dos. Comme ça? Non. Toujours trop compliqué. Éloigne les mains loin du dos. Ok, et on cherche à ouvrir la poitrine. On prend une grande inspire, les pieds bien à plat dans le sol. Et juste, on va plonger en avant. Sans vouloir toucher le sol, mais vraiment relâcher la tête. Et les mains qui tirent vers l'arrière, comme pour faire une sorte de contrepoids. Relâche les traits du visage, relâche la bouche. Yes. Ok, on relâche les mains et on déroule la colonne. Lentement, vertèbre après vertèbre. Ok, très bien. Ok, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on va se pencher sur le côté, vers la droite. Ok, jouez avec l'orientation de la paume de main vers le sol, vers le ciel et cherchez à ressentir ce qui se passe dans le corps, en gardant les deux pieds dans le sol. Puis vous voyez qu'avec des mouvements assez simples, on perd déjà la respiration. Donc pensez des grandes inspires. Et à l'expire, le bras passe par l'avant, la tête est toute détendue. Et je vais passer de l'autre côté. Hop, yes. C'est ça le plus grand challenge. Ah oui, c'est clair. C'est la droite et la gauche. Et de connecter avec le souffle. Ok, on joue avec l'orientation de la main, de ressentir dans votre corps ce qui se passe comme différence dans les sensations. Avec la main tournée vers le haut ou vers le bas. Ouais, grande inspire. Et à l'expire, le bras passe par l'avant, la tête très ronde. Et on va retourner de l'autre côté et on va faire ça un mouvement, une respiration. Avec le bras gauche, j'inspire. Et à l'expire, je passe par le centre, la tête complètement relâchée. Et je vais de l'autre côté. N'hésitez pas à utiliser tous les supports qui sont autour de vous pour garder l'équilibre. Et on y va avec le souffle. J'inspire, je ouvre le côté. Et j'expire, je roule par le centre. Inspire, ouvre. Et expire au centre. Encore une fois de chaque côté, j'inspire. Yes. Et dernière. Et je relâche au centre. Yes. Ok. Vous pouvez vous aider de la table si vous voulez. Hop, on amène le poids sur les pieds. Les genoux bien pliés. Et lentement, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Tout doucement.
Ok. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers l'avant. Ok, ressentez le sol sous les pieds, vraiment comme si on voulait palper l'énergie du sol avec les orteils. Yes. Ressentez la colonne longue, les clavicules larges. Et toujours la présence avec le souffle, les épaules détendues. Yes. Ok, inspirez, ouvrez les bras par les externes, montez les mains au-dessus de la tête. Cherchez à vous grandir, 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 grandir. À l'expire, ouvrez les bras larges, on entrecroise les doigts dans le dos, comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur le tapis. J'inspire, je monte la poitrine, j'étire. Je plie les genoux, je plonge en avant, sans chercher à aller vers le sol, juste relâcher la tête, délier le bas du dos. Je relâche les mains, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Yes. Et inspire, levez, étire. Et expire, plongez. Ok, on éloigne maintenant la jambe gauche loin derrière. Pressez bien les pieds dans le sol et levez les bras vers le ciel. Monte, étire. Et ouvrez. Yes, encore. Une. Yes. Et dernière inspire. Et je pose le talon derrière, guerrier 2. Oui. Tendez les deux jambes, levez les bras. Et pliez une fois. Encore. Inspire, lève. Et plie. Je renverse le bras gauche vers le ciel. Et je reviens à l'avant. Hop. Yes, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. On répète jusqu'à ce que le mouvement s'enchaîne parfaitement avec le souffle. Et inspire, levez les bras vers le haut. Après, on va devoir couper Alexandrine pour qu'Alex puisse partir. Et jambe gauche loin derrière, lève les bras vers le haut. Et pliez. Et encore. 2. Je me suis trompé de jambe. Et 3. Et ben tu changes. Ah mais non. Et lève les bras. Et guerrier 2. Hop. Ça, et tends les jambes, lève. Et plie. Encore une. Plie et renverse bras droit. Et on repasse par l'avant. On fait une dernière fois. Inspirez, montez. Et plongez. Jambe droite loin derrière, lève les bras, inspire. Et ouvrez. Et inspirez. Ouvre. Et dernière inspire. Et ouvrez, guerrier 2. Yes. Une seule fois. Tendez les jambes, lève les bras. Et plie, renversez bras gauche. Et grand mouvement, je reviens à l'avant. Et inspirez, monte. Et plonge. Grand pas avec la jambe gauche, lève les bras, inspire. Et plie. Et inspire. Ouvre. Et montez. Et guerrier 2, posez. Et une seule fois, tendez les jambes, les bras. Et plie. Renversez. Et le bras par l'avant. Déroulez la colonne. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Prenez une grande inspire. Et on relâche tout. Eh ben. Ça va? Ouais, au début, ça commence doucement et ça repose et tout. T'as l'impression que tu vas t'endormir et après, ça t'a plu, Alex, ou pas? J'ai kiffé ma vie, là. Ah bah regarde, magnifique. Ah ouais, je te jure. Voilà. Non mais on va venir tester avec Alex 2h30, là, on va se faire ça. Mais moi, je suis déjà... Je pense qu'au bout de 2h30, t'es au bout. Ah mais c'est clair, c'est clair. Bon, on va vous laisser. Toi, t'as un gros programme après. Alexandrine, merci beaucoup d'être passée. Merci. C'est vraiment top de nous faire découvrir l'Ecstatic Yoga. Alexandre, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, une excellente saison et puis on se retrouve vite sur Sport en France. Avec grand plaisir. Allez, salut tout le monde, merci à toute l'équipe en régie et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sport Stream. Salut tout le monde.